Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire, Mesdames les rapporteurs de la Commission du développement durable, des lois et des affaires européennes, Mesdames et Messieurs les députés, ce projet de loi relatif à la biodiversité a pour ambition de protéger et de valoriser nos richesses naturelles. Il permet une nouvelle alliance entre l'homme et la nature. C'est une chance qui nous est donnée, avant qu'il ne soit trop tard, de s'appuyer sur le vivant pour faire de la France le pays de l'excellence environnementale et de la croissance verte et bleue. 40 ans après la loi de portée générale sur la nature, celle de 1976, qui faisait de la protection des espaces et des espèces une cause d'intérêt général, 22 ans après la loi paysage que j'avais eu le plaisir de faire voter dans cet hémicycle en 1993, qui donnait une base législative à la création des parcs naturels régionaux et qui avait construit à la labellisation des paysages et des produits de qualité qui vont avec, nous entamons un débat qui va doter la France d'une loi la plus en avance du monde. Et je voudrais saluer l'ensemble des ONG, l'ensemble des parties prenantes du Conseil national de la transition écologique. Je voudrais saluer aussi le travail de mon prédécesseur, Philippe Martin, qui avait présenté ce projet en Conseil des ministres et que depuis j'ai enrichi et complété aussi à ma façon. Et surtout vous tous et toutes dans cet hémicycle qui avez beaucoup travaillé dans les commissions, dans les auditions, dans les différents rapports. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement les représentants des Outre-mer ici présents, Serge Letchimy, Chantal Berthelot, qui se sont également beaucoup engagés dans cette protection et cette reconquête de la biodiversité des Outre-mer dont nous aurons à débattre dans quelques instants. Je voudrais saluer la présence d'Hubert Reeves parmi nous. Je salue cette présence car Hubert Reeves a accepté de parrainer la future agence de la biodiversité française que nous allons créer dans quelques instants. Et comme il le dit simplement et fortement, la reconquête de la biodiversité est impérative. Elle est aussi possible, mais elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, à toutes les échelles. Eh bien, le projet de loi et les actions concrètes qui vont l'accompagner ont l'ambition d'y parvenir. D'abord, l'urgence d'agir. La biodiversité est un mot encore jeune qui est apparu en 1985 et qui a été consacré lors du sommet de Rio en 1992, je m'en souviens parce que j'y participais en tant que ministre de l'Environnement, pour désigner une réalité aussi ancienne que la vie sur Terre, depuis toujours caractérisée par la diversité du vivant dont nous, les humains, sommes partie intégrante. Certains experts français parlent d'une 6e extinction de masse. Et le rapport de l'Agence européenne estime que 60% des espèces sont en situation défavorable en Europe, où en 30 ans, 420 millions d'oiseaux ont disparu. Nous mesurons en France et dans le monde l'érosion accélérée de cette biodiversité vitale due aux activités humaines. Non seulement son ampleur, qui illustre la disparition des espèces animales et végétales et la dégradation des espaces et des milieux, mais surtout son rythme qui, multiplié par 100 et même parfois plus, excède désormais les capacités de régénération et d'adaptation de la nature. Nous coupons, nous prévient Hubert Reeves, la branche sur laquelle nous sommes assis. C'est nous qui sommes désormais dans le collimateur de cette destruction. Alors, ce projet de loi et les actions concrètes qui vont l'accompagner, notamment tous les appels à projets, veut accélérer l'invention d'un nouveau modèle. C'est l'ambition que je vous propose, accélérer l'invention d'un nouveau modèle. Il ne s'agit plus d'agir contre la nature, mais d'agir avec elle, de la traiter en partenaire et de faire de l'urgence d'agir une chance à saisir avec la recherche, avec le génie écologique, avec tous les emplois de la croissance verte et de la croissance bleue qui en dépendent, avec le biomimétisme et tous les services rendus par la nature dans tous les domaines, agriculture, santé, alimentation, climat. Alors la France est l'un des pays du monde les plus riches en biodiversité et en merveilles de la nature,
et donc par définition l'un des plus menacés par la destruction de cette biodiversité. Nous sommes à la fois au premier rang européen en termes de diversité d'amphibiens, d'oiseaux et de mammifères, au 4e rang mondial pour les récifs coralliens, au 2e rang pour le domaine maritime le plus vaste du monde et dans le peloton de tête des 10 pays du monde qui abritent le plus grand nombre d'espèces. Mais aussi, selon la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature, au 6e rang des pays abritant le plus grand nombre d'espèces menacées. C'est dire le rôle d'exemplarité qui doit être le nôtre et notre ardente obligation d'agir. Bien sûr, la France est dotée de moyens d'action et de protection de sa biodiversité et de ses paysages, dont certains, comme le Conservatoire du littoral, les parcs nationaux, les parcs marins, les parcs régionaux, les grands sites, etc., nous ont permis d'enregistrer des progrès, mais encore, on le voit, insuffisants face à la pression des activités humaines pour enrayer la dégradation de notre patrimoine naturel et pour tirer pleinement parti de son potentiel sans le détruire. Les grandes valeurs de la biodiversité. Ce projet de loi s'appuie sur des valeurs que je veux comprises par tous, parce qu'on me dit que ce concept est complexe, biodiversité. Eh bien, nous devons faire cette œuvre de pédagogie et mettre en valeur ces valeurs précisément, qui doivent être comprises de tous, du citoyen au chercheur le plus éminent, y compris les enfants, sur lesquels je compte beaucoup, notamment dans le milieu scolaire, pour ensuite apprendre aux adultes la fragilité, le besoin d'agir et la capacité d'agir. Tout le monde doit pouvoir s'approprier ces connaissances. C'est un formidable mouvement de sciences participatives, de démocratie citoyenne qui consiste à penser, vous le savez, c'est une de mes convictions profondes, que c'est d'abord en ayant accès à la connaissance que l'on peut devenir citoyen du monde. La première valeur, dans ce texte de loi, c'est la solidarité écologique, fondée sur la prise en compte des écosystèmes et des innombrables services vitaux qu'ils nous rendent dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la régénération des sols, la régulation climatique, la protection de nos littoraux, la qualité de l'air et de l'eau, la pollinisation, les médicaments et bien d'autres choses encore. C'est d'ailleurs pourquoi je vous annonce le lancement d'un plan national d'action pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages, qui jouent un rôle stratégique dans la chaîne du vivant, ainsi que pour notre agriculture, et qui sera mis en consultation à la fin de cette semaine sur le site du ministère, qui viendra donc conclure nos débats à l'Assemblée nationale. La solidarité écologique, c'est la reconnaissance ensuite des interactions multiples de ces écosystèmes, car la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète dont nous sommes une partie et au sein duquel tout se tient. C'est la capacité d'adaptation de ces écosystèmes qu'il convient de préserver et qui seront d'ailleurs au cœur de la conférence de Paris sur le climat. Le second principe, vous le connaissez bien, c'est le triptyque éviter, réduire, compenser, qui met l'accent sur l'action préventive et sur la notion de valeur écologique, anticiper plutôt que réparer après coup. La méthode, c'est l'élaboration partenariale, participative des politiques publiques et privées, car c'est une condition de l'efficacité, en cohérence avec le chantier qui est lancé sur la modernisation et la démocratisation du dialogue environnemental. La troisième valeur, c'est la mise en mouvement des territoires autour des continuités écologiques, des schémas régionaux de cohérence écologique, des trames vertes et bleues dont toutes les régions se seront dotées avant la fin de cette année pour l'aménagement durable de territoire. La quatrième valeur, c'est innover sans piller. Contre la biopiraterie, un principe de justice qui fonde le partage équitable des avantages, tiré des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles pour le bénéfice mutuel des territoires et des habitants concernés, de la recherche scientifique, de l'innovation, de l'exploitation commerciale de ces ressources, par des secteurs comme l'agroalimentaire, les industries cosmétiques et pharmaceutiques. Certaines entreprises françaises ont commencé à le faire. La Polynésie, la province sud de la Nouvelle-Calédonie, le parc amazonien de Guyane ont mis en place des systèmes de partage sur leur territoire
qui comptent parmi ce que l'UICN appelle les points chauds de la planète, c'est-à-dire les points les plus fragiles. Enfin, cinquièmement, parce que notre patrimoine naturel mérite d'être mieux connu de tous, je l'ai dit tout à l'heure, pour être plus efficacement sauvegardé, je tiens à souligner ici l'importance de la mutualisation des savoirs, des sciences participatives qui associent citoyens et chercheurs à la collecte des données scientifiques relatives à la biodiversité et qui apprennent à observer une grande inégalité devant la capacité d'émerveillement et d'observation de la nature lorsque ça n'a pas été transmis ou au contraire lorsque ça l'a été. Eh bien, tous les citoyens doivent être mis en situation d'avoir la capacité d'admirer ce qui les entoure. Je lancerai d'ailleurs dans quelques jours avec le Muséum national d'histoire naturelle, pionnier en la matière, le beau programme 65 millions d'observateurs. Enfin, ce projet de loi vous propose la création d'une agence française pour la biodiversité. C'est très attendu. Ça a été promis en 2012 par le chef de l'État lors d'une conférence environnementale. Eh bien, nous y voici. Trop d'instances se sont additionnées au fil des ans. Le projet de loi en réunit les missions, en simplifie les structures, avec la création d'une seule instance d'expertise scientifique qui sera le Conseil national de la protection de la nature, une instance de débat qui rassemble toutes les parties prenantes, le Comité national de la biodiversité, et dans les Outre-mer, un comité régional de la biodiversité, car les enjeux liés à la biodiversité sont majeurs et j'ai souhaité rapprocher la structure de l'Agence des territoires des Outre-mer. Ce projet, donc, il crée l'Agence française de la biodiversité, cette agence qui exercera des missions d'appui technique, de conseil, d'expertise pour tous les acteurs de la biodiversité, de mobilisation aussi des moyens nécessaires aux politiques en faveur de la biodiversité terrestre, marine et des milieux aquatiques, de gestion des aires protégées, d'appui aux missions de la police de l'eau, d'amélioration des connaissances, de formation initiale et continue, de référence et de représentation dans les instances européennes et internationales. L'agence bénéficiera de 60 millions d'euros au titre des investissements d'avenir et c'est tout à fait fondé puisque la biodiversité nous engage pour les générations futures. Elle regroupera l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'atelier technique des espaces naturels, l'Agence des aires marines protégées, l'établissement des parcs nationaux de France. Elle privilégiera une logique de réseau avec des organismes intégrés et des organismes rattachés, d'autres avec lesquels elle passera des conventions de partenariat, comme avec le Muséum d'histoire naturelle, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'IFREMER, le Centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Je sais que vous êtes nombreux et nombre d'ONG auraient souhaité que l'Office national de la chasse y soit intégré au même titre que l'ONEMA, mais je crois qu'une bonne contractualisation de ces relations avec l'agence sur le terrain, le rapprochement des équipes dans l'action permettront de dépasser les blocages institutionnels et créeront somme toute une dynamique plus positive à laquelle je serai particulièrement vigilante, plutôt qu'une fusion autoritairement imposée qui aurait pris du temps. Pour accélérer le mouvement et pour que cette agence, très attendue, puisse être créée dans la foulée de la promulgation de la loi, j'ai installé une structure de préfiguration à laquelle, comme je le disais tout à l'heure, Hubert Reeves a accepté de donner son patronage actif et vigilant, et Gilles Boeuf son conseil scientifique exigeant. Je les en remercie à nouveau très chaleureusement. Cette agence sera le fer de lance d'une politique volontariste, mobilisatrice, à la fois protectrice et innovante, en lien étroit avec les régions et les territoires. L'un des objectifs du texte qui vous est soumis, c'est aussi une croissance bleue, respectueuse du milieu marin et économiquement durable. C'est notamment la fonction de la création des zones de conservation halieutique et du renforcement de l'action du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Réconcilier économie et écologie, équilibrer la pêche et la biodiversité, c'est l'objectif. Et l'importance de notre domaine maritime nous crée en cette matière une responsabilité particulière, en même temps qu'un potentiel de développement remarquable à valoriser intelligemment.
Le texte qui vous est proposé englobe également la question des paysages, qui constitue un axe important de protection et de valorisation auquel je suis de longue date très attachée. Il est possible aujourd'hui d'aller plus loin en englobant dans une action vigoureuse, au-delà de nos sites les plus remarquables, les paysages du quotidien, qui concernent directement la qualité de la vie de tous les Français et qui contribuent à forger l'image de la France et de ses territoires. Je viens d'ailleurs de rendre public l'appel à candidature pour l'édition 2015 du Grand Prix national du paysage. C'était l'un des 10 points du plan d'action que j'ai présenté en septembre dernier en Conseil des ministres pour les paysages et pour la place de la nature en ville. Et je me réjouis que désormais les journées annuelles du patrimoine allient patrimoine naturel et patrimoine culturel. Nous aurons l'occasion de débattre plus en détail de l'articulation entre l'inscription et le classement, mais une chose est sûre, ce projet de loi vise à renforcer la prise en compte de la qualité paysagère dans tous les projets de territoire et d'aménagement. Le paysage, c'est le cadre de vie des Français. Ça a quelque chose à voir avec la santé et avec le bien-être, avec l'attractivité de notre pays, avec l'économie touristique, avec les filières d'horticulture qui créent plusieurs dizaines de milliers d'emplois et tous les métiers du paysage qui vont avec. Tout conduit à prendre soin davantage de ce capital paysager qui est notre bien commun et auquel les Français sont très sensibles, car il en va aussi de notre qualité de vie et de notre identité. Permettez-moi de conclure par 4 observations qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est que la lutte contre le dérèglement climatique et le combat pour la reconquête de notre biodiversité sont indissociables. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureuse que la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et celle relative à la biodiversité s'inscrivent dans une même séquence temporelle. Car le réchauffement climatique impacte gravement notre biodiversité, mais une nature bien protégée et bien valorisée a le pouvoir de nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets de la dérive climatique. C'est d'ailleurs pourquoi, parmi les engagements souscrits par la France dans le cadre du message de la Guadeloupe, lors de la conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique, j'ai annoncé l'extension et l'accélération du plan de protection de nos mangroves et des actions de sauvegarde de nos récifs coralliens. La France est le 4e pays récifal du monde, ces écosystèmes si protecteurs mais fragilisés. C'est pourquoi aussi j'ai installé fin janvier avec Alain Vidalis le Comité national de suivi de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte, qui ne recule pas seulement dans les zones dites ultra-périphériques, mais aussi sur le littoral atlantique, qui est coprésidé par vos collègues Pascal Gau, député de Gironde, et Chantal Berthelot, députée de la Guyane. C'est enfin pourquoi, bien sûr, je veillerai à ce que le sommet Paris Climat de décembre 2015 prenne bien en compte la biodiversité, dimension essentielle de la maîtrise de notre destin énergétique. Ma seconde observation porte sur les liens étroits entre biodiversité et santé, lien que reconnaît ce projet de loi, qui facilite le recours au traitement naturel de l'eau, qui interdit le rejet en mer des eaux de ballast non traitées. Il complète en cela très utilement les mesures d'interdiction des pesticides et des sacs plastiques à usage unique, dont certains figurent dans la loi de transition énergétique et que j'avais fait adopter par votre commission, et dont les appels à projets Terre saine, ma commune sans pesticides et territoire zéro pesticides, zéro gaspillage anticipent la disparition. Le 4e plan national santé-environnement, qui valorise notamment les jardins thérapeutiques ou les bienfaits des contacts avec la nature pour les convalescences, s'inscrit pleinement dans cette démarche que porte aussi le projet de loi relatif à la biodiversité. 3e observation, la biodiversité est stratégique pour les Outre-mer et les Outre-mer sont stratégiques pour la biodiversité. C'est une conviction que les élus d'Outre-mer portent haut et fort et que je partage avec Georges-Paul Langevin. Cette dimension transversale irrigue les différents titres de ce projet de loi, car les Outre-mer français sont à la fois les plus exposés
à l'érosion de la biodiversité et aux conséquences du changement climatique. Et ces territoires qui concentrent 80% de la biodiversité nationale ont un intérêt immédiat à sa protection et à sa valorisation. Quatrième et dernière observation, l'enjeu économique et social de la biodiversité est immense, car il y a là un potentiel d'innovation, de création de richesses, d'activités et d'emplois ancrés dans les territoires que je crois absolument fondamental pour donner à notre pays l'élan d'une croissance verte. Je l'ai dit à propos de la loi de transition énergétique, et j'ajoute ici, à propos de la biodiversité, d'une croissance bleue compte tenu de l'importance du milieu marin. Il suffit de voir, par exemple, avec quelle rapidité se développent les pratiques et les entreprises du génie écologique, secteur en croissance qui représente déjà plus d'un demi-millier de petites et moyennes entreprises et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quelle inspiration puisent dans la nature les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs du biomimétisme. Robert Barbeau, qui fut le pionnier de l'approche écosystémique de la biodiversité, disait que la biodiversité est une véritable bibliothèque d'innovation au sein de laquelle les bibliothèques de tous nos pays réunis ne représentent même pas un bout d'étagère. Alors l'observation de la biodiversité est une mine de découvertes, de matériaux, de procédés innovants, de technologies d'avenir, dont les exemples abondent, à condition que nous ne refermions pas ou ne gâchions pas le grand livre ouvert de la nature. Grand rapace, inspirant les ailes de nos avions modernes. Base moléculaire de la mémoire, découverte grâce à la limace de mer. Molécules anti-cancer, tirées de l'étoile de mer. Bioremédiation des sols, lourdement pollués par les plantes. Fermeture Scratch, mise au point grâce aux graines de bardane. Béton léger et résistant, inspiré des éponges. Propriété du derme des requins, appliquée à la coque des bateaux. Et 1000 autres exemples nous montrent que l'avenir s'invente du côté de la biodiversité et que l'excellence française y est un bel atout. À nous de savoir nous en saisir tout en la protégeant et tout en sachant la reconquérir. Je vous remercie. Merci, Madame.